Plus pour le compte de cette émission Le Point qui reçoit ce soir Daniel Monanteba, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste. Monanteba, bienvenue. Merci à vous. Comment allez-vous? Plus ou moins bien. C'est la deuxième fois dans cette émission. Oui, mais bon, 2 fois ça fait déjà beaucoup, mais pas assez à mon goût. Mais alors, le parti se porte bien? Le Parti Socialiste, jusque-là, ça va. J'ai l'habitude de dire que, au vu de la situation actuelle de notre pays, c'est vrai que c'est difficile pour un parti de se porter bien dès le moment où les personnes elles-mêmes ne se portent pas totalement bien. Mais en termes d'action, en termes d'organisation, de fonctionnement, on se débrouille et jusque-là, on existe. C'est le plus important. Alors, vous vous préparez déjà pour les élections prochaines? Le parti s'est toujours préparé pour toutes les échéances. Et comme vous précisez, pour les élections prochaines, je dirais oui, pour les élections prochaines. Reste à savoir quand elles auront lieu, ces élections. Alors, votre parti s'aligne à l'opposition, c'est ça? Il ne s'aligne pas. Notre parti est une des locomotives de l'opposition, derrière laquelle tous les autres wagons s'alignent. Nous sommes une des locomotives de l'opposition. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'assurance que j'ai, c'est par rapport au vécu politique de l'opposition actuellement. Je pense que tout le monde se rend compte qu'actuellement, il n'y a que 2 seuls vrais leaders de l'opposition qui sont restés et qui continuent à œuvrer dans le bon sens de ce combat. Ok. Alors, le fait que le G7 a quitté la majorité présidentielle et a surgi dans l'opposition, est-ce que ça ne dérange pas un tout petit peu? Ils ne viennent pas, du coup, vous voulez la vedette? Mais vous savez, madame, quand on parle du G7, et je suis plus qu'heureux que vous me posiez la question et que je puisse m'exprimer, lorsqu'on dit que le G7 a quitté la majorité, ça porte déjà à équivoque. Personnellement, je ne suis pas convaincu que le G7 ait quitté la majorité. Je vais vous dire quelque chose, si vous me laissez le temps de parler. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ma vision et par rapport à ce fameux G7. Et en voyant le G7, on doit voir aussi le reste des démissions en cascade que connaît aujourd'hui la majorité présidentielle. Ce que je vais dire est lourd de sens. Cela pourrait être aussi lourd de conséquences. Mais je n'ai pas le choix. J'ai toujours eu l'habitude de dire que je dis la vérité et rien que la vérité. Quel est mon entendement par rapport au G7 et à toutes ces démissions en cascade? Parce que notre population, vos téléspectateurs, se posent souvent la question de savoir, mais on constate qu'il y a un grand nombre de démissions actuellement au sein de la majorité présidentielle, mais apparemment, tout le monde comprend sa façon, mais je considère que personne ne fait la bonne analyse. En voyant le G7, il faut toujours aller beaucoup plus loin. À mon sens, si on doit voir aujourd'hui les vrais soutiens de Joseph Kabila, il faut les chercher dans le G7. Et dans ces démissionnaires en cascade, je ne fais pas un procès d'intention, je n'affirme pas quoi que ce soit, je donne mon point de vue. Parce qu'à partir de ces démissions, qu'avons-nous remarqué au niveau du Parti Socialiste? Madame, vous avez entendu parler du dialogue que nous avons demandé, nous, du Parti Socialiste, en premier. Cela avait été refusé par l'UDPS, accepté par le reste de l'opposition. Pour finir, nous avons continué à marteler notre vision par rapport à ce dialogue. L'UDPS a fini par nous rejoindre. Le reste de l'opposition a fini par nous quitter. C'est-à-dire que nous sommes au moins, nous, restés constants depuis le début. Mais lorsque nous demandions ce dialogue, nous étions convaincus d'une chose. Dialoguer devait se faire... On va parler du dialogue tout à l'heure. Hein, on va parler du dialogue. Mais le G7 qui a quitté la majorité présidentielle, entre-temps, on constate qu'il y a le MSR, l'UNADEF, l'ARC et l'UNAFEC ont surgi encore dans la majorité. Alors, selon vous, à qui profite ce clonage de partis politiques? D'abord, au départ, vous devez savoir que si le dialogue avait eu lieu avant ces démissions en cascade, lorsque nous avions demandé un dialogue inclusif, comme le disent l'accord cadre d'Addis Abeba, le Parti Socialiste avait ajouté que le dialogue devait être inclusif et équilibré. C'est-à-dire que si le dialogue avait eu lieu avant ces démissions, toutes ces personnes démissionnaires se seraient retrouvées dans la composante majorité présidentielle. Et il y aurait eu l'opposition et la société civile. Mais au jour d'aujourd'hui,
vous devez comprendre que le fait qu'elles aient quitté la majorité présidentielle avant ce dialogue et qu'elles pourraient, et je suppose qu'elles le feront, participer au dialogue, en ce moment-là, elles participeraient au dialogue dans la composante opposition. Ce qui fait que l'opposition d'avant aura moins de sièges avec l'existence aujourd'hui de ce G7 et de tous les autres partis dans l'opposition. Ce qui veut dire que le dialogue devant être inclusif, on ne peut pas les écarter. Non, moi, c'est ce qu'on va parler du dialogue. Ne vous inquiétez pas. Ma question est celle-ci. Le G7 a quitté la majorité présidentielle. Les 7 partis de la majorité présidentielle se sont auto-exclus ou se sont vus exclus de la majorité. Ça dépend des entendements des uns et des autres. Mais tout de suite après, on voit ressurgir ces partis politiques encore dans la MP. Entre autres, il y a encore un autre MSR qui existe, une ADEF qui existe dans la majorité, l'UNAFEC et l'ARC. À quoi profite-t-il, à qui profite-t-il ce clonage de partis politiques? C'était ça ma question. Il profitera d'abord à la majorité présidentielle, qui garde un avatar dans sa propre composante et qui en a quand même d'autres à l'extérieur. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que c'est très important, Madame Marina. Nous avons demandé d'aller à ce dialogue par rapport au fait que le dialogue devait se tenir dans le strict respect de la Constitution. Or, beaucoup voyaient déjà dans ce dialogue la recherche de postes pour l'opposition en se disant qu'un gouvernement en sortirait. Et je pense que ça pourrait être le cas. Mais nous, lorsque nous avons demandé le dialogue, nous tenions à ce que la Constitution soit respectée. Et la Constitution prône le fait qu'un Premier ministre doit sortir de la majorité au Parlement. Ce qui fait que nous étions assurés que l'ordre constitutionnel et institutionnel ne serait pas remis en cause de par ce dialogue. Or, que se passe-t-il avec ces démissions en cascade? Vous vous rendez compte que toutes les personnes qui démissionnent de la majorité ou quittent la majorité se retrouvent dans l'opposition. Et le rapport de force au niveau du Parlement est en train de basculer. Et c'est ça le vrai sens de ces démissions, selon nous, selon le Parti socialiste. Parce que quitter la majorité, se retrouver dans l'opposition et se dire maintenant de l'opposition, fait qu'au niveau du Parlement, on quitte aussi la majorité, qui était à 300 et quelques membres contre 100 et quelques. Mais avec le rythme des démissions en cascade, vous vous rendrez compte que la majorité se retrouve à 290 contre 210. Et si ce rythme-là continue, l'opposition s'enrichit, oui, mais quelle est la finalité de cet enrichissement, qui est un enrichissement qui pourrait être assimilé à un enrichissement sans cause. Et c'est pénalement répréhensible aussi. En fait, on va se retrouver à un moment où, si cette vague de démissions ne s'arrête pas, on se retrouvera avec la majorité actuelle, qui se retrouvera avec 248 membres. L'opposition actuelle se retrouvera avec 252 membres, et automatiquement, l'opposition deviendrait la majorité, et la majorité deviendrait l'opposition. Ce qui veut dire que, dans le cadre du respect de la Constitution, si un Premier ministre doit être issu de la majorité, eh bien, ce serait une bonne manière d'aider Joseph Kabila et son actuelle majorité, sa famille politique, à atteindre un objectif. Parce que, au fond, si ce dialogue devrait aboutir sur une transition, je préfère être clair dès le début, si ce dialogue devrait aboutir sur une transition, il serait de bon ton qu'un Premier ministre soit issu de l'opposition pour essayer d'équilibrer et de calmer les gens. Or, c'est le meilleur moyen qu'on pourrait trouver pour obtenir un Premier ministre de l'opposition sans pour autant violer la Constitution. Ça équivaudrait à faire de l'opposition actuelle la majorité et de la majorité actuelle l'opposition. Mais pourrait-on parler de vraie opposition? J'en doute. Alors, on va parler carrément du dialogue parce que vous en avez vraiment envie. Hier, le président Kabila a dit aux diplomates accrédités en RDC que le dialogue peut se tenir avec ou sans un médiateur. Quel est votre avis là-dessus? Ce sont des propos qui engagent le président Kabila. Au niveau du Parti socialiste, à qui l'UDPS aussi a emboîté le pas, nous avons été clairs. Nous ne voyons aucun inconvénient à la tenue d'un dialogue. Au contraire, au Parti socialiste, nous disons que c'est une obligation morale que nous avons en tant qu'acteurs politiques, en tant que leaders d'opinion, de participer à ce dialogue qui devra aboutir sur l'éclaircissement de certains points et qui devra nous permettre d'atterrir en douceur. Mais n'oublions pas que la finalité que nous recherchons
à travers ce dialogue, avant toute chose, c'est l'organisation, c'est aboutir à l'organisation des élections. La question de savoir à quel genre d'élection voulons-nous aboutir. Au niveau du Parti socialiste, nous disons ce dialogue doit être mis en place pour avoir pour finalité l'organisation d'élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Ah, ce dialogue doit s'organiser avec ou sans la médiation. Non, non. Au niveau du Parti socialiste, nous avons été clairs dès le début. L'accord cadre d'Addis Abeba et à travers aussi ces deux résolutions au niveau des du Conseil des secrétaires des Nations Unies parlent d'une médiation internationale. Pourquoi insistons-nous pour avoir une médiation internationale? C'est vrai qu'au niveau de la majorité, beaucoup disent que la RDC, après 50 ans, nous sommes matures, nous n'avons plus besoin qu'on nous dicte notre façon de faire les choses. Ben, nous n'en disconvenons pas. Il est bon que les Congolais se retrouvent seuls autour d'une table pour parler des problèmes du Congo. Mais lorsqu'il s'agit de trouver des solutions aux problèmes du Congo, et lorsque nous sommes dans une opposition, face à une famille politique qui est celle de la majorité présidentielle, à laquelle nous n'appartenons pas, multiplie les embûches, multiplie les crocs en jambes, et démontre son manque de volonté d'aboutir à un résultat, eh bien, nous avons demandé qu'il puisse y avoir un médiateur international. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se fait au niveau national, tout le constat qu'on fait, manque de moyens, manque de volonté, nous le disons formellement, mais nous n'avons aucune preuve. Nous disons, le gouvernement dit que le manque de financement, la non-organisation des élections tient au manque de financement, tient au retard des votes de loi au niveau du Parlement, vote de la loi électorale et consorts, tient à la désorganisation actuelle de la CENI, dont on voit les membres démissionner et tout ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons que ce n'est pas vrai, mais nous n'avons aucun moyen de le prouver. Mais on reste d'abord sur la question de la médiation. Justement, c'est ça que je veux atterrir en fait. Qui ne mettait pas d'accord le PPRD et l'UDPS, parce qu'il s'agit dans ce dialogue, il ne s'agit pas du Parti socialiste. Malheureusement, on a constaté qu'il y a eu un blocage lors du pré-dialogue qui s'est passé secrètement en Italie avec les membres du PPRD et de l'UDPS. Et du coup, la situation s'est décantée sans qu'on en sache la raison réelle. Alors que pendant ce pré-dialogue, on n'a pas entendu parler d'une médiation quelconque. Mais vous n'avez pas besoin d'en entendre parler. Pendant le pré-dialogue, l'UDPS a martelé qu'il fallait que le dialogue se fasse en conformité de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui fait état de la présence d'un médiateur international. A quand même assisté à un pré-dialogue sans médiateur. Non, mais vous avez bien dit pré-dialogue. L'accord cadre ne parle pas de pré-dialogue. L'accord cadre parle du dialogue. Puisqu'il y a eu pré-dialogue sans médiateur, tout comme il peut y avoir un dialogue sans médiateur, non. À quoi servirait ce médiateur? Vous m'avez coupé la parole tout à l'heure. Je tournais pour y arriver. Je dis jusqu'à preuve du contraire, tout ce que fait la majorité équivaut à des causes qui empêchent la tenue des élections. Tandis qu'avec la présence d'un médiateur, une fois que nous nous serons mis d'accord sur la marche à suivre pour aboutir à des bonnes élections, tout ce qui pourrait être fait par la majorité n'allant pas dans ce cadre-là équivaudrait à rendre la majorité responsable de ce qui arrive. C'est différent. Et permettez-moi de rebondir là-dessus, lorsque vous dites qu'en ce qui concerne le dialogue, il s'agit de l'UDPS et du PPRD ou de la majorité, permettez-moi d'en douter. Si ce n'était que le cas, donc ils auraient tout aussi bien pu dialoguer entre le PPRD et l'UDPS. Parce que tous les autres ont boycotté ce dialogue, alors que vous soutenez la médiation internationale, mais l'UDPS a affirmé d'aller au dialogue, dernièrement d'aller au dialogue sans condition. Alors, d'après vous, qu'est-ce que le PPRD aurait dit à l'UDPS pour finalement changer de position en ce qui concerne cette médiation? Si réellement l'UDPS a tenu ses propos, que je n'ai pas entendu, d'accepter d'aller au dialogue sans condition, cela engage l'UDPS. En ce qui me concerne, je crois que lorsqu'on veut s'appuyer sur un texte, il faut savoir s'appuyer sur l'entièreté du texte et ne pas omettre quelques parties de ce texte. Quant à dire que ça concerne l'UDPS et le PPRD, mais que dit l'accord cadre? Un dialogue devra être mis en place en RDC pour mettre un terme à la crise de légitimité qui y sévit depuis les dernières élections. Or, d'où vient la crise de légitimité? Mais quand l'UDPS accepte d'aller au dialogue sans condition, ça inclut la médiation, la condition de la médiation également.
Mais vous parlez de l'UDPS. Moi, je suis en train de vous dire... Je vous parle de l'UDPS justement parce que vous soutenez toutes les actions de l'UDPS. Vous avez dit que vous êtes les seuls vrais leaders après Tshisekedi, c'est ça? Non, avec l'un des deux seuls vrais leaders de l'opposition qui reste, avec Étienne Tshisekedi. Oui, mais ça ne veut pas dire que je soutiens toutes les actions de l'UDPS. Je répète que je ne suis ni de l'UDPS ni tshisekidiste. Entre Tshisekedi et Daniel Monateba, il y a une convergence en termes de conviction, en termes de vision. Et c'est ce qui fait que jusque-là, nous marchons main dans la main. Si l'UDPS devait se fourvoyer demain, ne comptez pas sur moi pour appuyer l'UDPS dans son fourvoiement. Je serai le premier à m'élever contre cela. Mais par rapport à ce dialogue, vous savez, les gens évoluent, c'est vrai. Mais à ce que je sache, nous demandons ce dialogue en fonction de l'accord cadre d'Addis Abeba qui demande qu'il y ait un médiateur. Parce qu'en dehors de ce médiateur international, nous n'aurons aucun moyen de pression sur ce gouvernement et sur le régime en place. Et en ce moment-là, qu'aurons-nous fait? Parler, parler, parler pour finir par voir que la majorité continue à poser les actes qu'elle a l'habitude de poser pour qu'on se remette à crier au moment où le temps passe et au moment où nous n'avons plus beaucoup de temps pour l'organisation de bonnes élections. Non, nous nous disons, dialoguons dans la conformité. Quelle médiation voulez-vous? Absolument une médiation internationale? Parce que selon certaines sources, un médiateur aurait déjà été désigné, que la majorité présidentielle l'a déjà accepté. Accepté? Oui, vous faites allusion à quelle médiation? Mais peut-être à ce médiateur-là. Peu importe la médiation, l'essentiel est de déboucher sur... La médiation internationale ne veut pas dire occidentale. On peut avoir une médiation, mais au moins qui est entérinée par les Nations Unies et par les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous dites que, à ce qu'il paraîtrait, il y a déjà un médiateur qui a été accepté par la majorité. Eh bien, c'est peut-être ce même médiateur qui a aussi été accepté par l'UDPS et qui justifie le fait que l'UDPS accepte maintenant d'aller au dialogue sans condition. Mais ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'autres conditions en dehors de celle-là. Mais celle du médiateur n'a pas été remise en cause. Alors, comme mot d'ordre, comme ordre du jour, il y a le calendrier électoral, l'enrôlement de nouveaux majeurs, la sécurisation du processus électoral et les budgets des élections. Et si jamais la question de la transition venait surgir lors de ce dialogue? Ben, il faudra s'assumer. C'est-à-dire? Il faudra s'assumer pleinement. Parce que la réalité, c'est laquelle? Vous voyez, d'une part, une partie de l'opposition qui refuse de participer au dialogue, qui insiste sur le respect des délais constitutionnels. Elle a raison. Nous sommes tous des légalistes. La vraie question est de savoir maintenant comment on va faire pour y arriver. Parce que cette même partie de l'opposition, moi le premier, j'ai boycotté la participation. S'assumer, c'est-à-dire, puisque la transition, si la transition s'avère nécessaire au cours de cette discussion, au cours de ce dialogue, et que la transition s'avère nécessaire, quand vous dites qu'il faudra s'assumer, c'est-à-dire concrètement. Mais pour être plus direct que vous encore, vous dites que si elle s'avère nécessaire, mais moi je vous dis que la transition est incontournable. Au jour d'aujourd'hui. Et je vous explique pourquoi. Toute l'opposition est d'accord que l'on doit revoir le fichier électoral, n'est-ce pas? Toute l'opposition est d'accord qu'il faudrait à tout prix impliquer les nouveaux majeurs. Nous, du Parti Socialiste, avons même refusé de dépôt de candidature et de nous mêler de cette histoire de dépôt de candidature pour les provinciales et consorts, au nom du fait que la Constitution risquait d'être violée, parce qu'on risquait de priver ces nouveaux majeurs de leur droit de vote. Ça fait plus de 8 mois que nous en parlons, personne ne nous écoutait. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde se rappelle que oui, il y a des nouveaux majeurs. Mais comment faisons-nous en 12 mois pour revoir le fichier électoral, pour réenrôler les nouveaux majeurs, pour redéployer la CENI, d'abord commencer par la réorganiser, la redéployer. Tous ceux qui sont en train de faire du bruit en disant, pas question, on doit respecter les délais. D'abord, je suis convaincu que vous les verrez accourir au dialogue, parce que faire autrement équivaudrait à une irresponsabilité totale de leur part. Mais en dehors de ça, qu'on nous explique comment, en 12 mois, pouvons-nous rattraper un retard et le glissement qui a commencé il y a déjà 3 ans. Mais c'est déjà pas possible, parce que les experts ont démontré qu'à partir du 20 décembre de cette année, ce ne sera pas possible d'organiser toutes les élections. Alors, que pensez-vous d'une nouvelle restructuration et d'une éventuelle équipe gouvernementale qui sera issue de ces dialogues? Je viens de vous dire, au-delà même de l'équipe gouvernementale, vraiment déjà la CENI, parce qu'on dit, on veut de bonnes élections, mais on dit que la CENI est inféodée au pouvoir en place. Mais en ce moment-là, lorsque vous voulez des bonnes élections, par une CENI inféodée au pouvoir en place, vous voulez une chose et son contraire. Il faudrait déjà, pour pouvoir avoir le contrôle sur l'action de la CENI, pouvoir réformer cette CENI en qui l'opposition actuellement n'a pas confiance. Mais par rapport à la question du gouvernement, je ne sais pas comment vous répondre. Une chose est sûre, je sais que cette question-là se posera. Ça, c'est un fait.
Comment y répondrons-nous? Comment trouverons-nous la parade pour essayer de rester en conformité avec la Constitution et afin de ne pas, comment je pourrais dire, afin de ne pas blanchir non plus ceux qui ont géré la République depuis toutes ces années et pour venir en fin de compte venir endosser leurs responsabilités et leurs charges? Ce sont des questions qui devront être tenues, dont on devra parler au sein de ce dialogue. Raison pour laquelle on dit que le dialogue est nécessaire. Qu'il y ait gouvernement ou pas, qu'on le sache à l'intérieur. Mais justement, comment expliquez-vous qu'au cours de différents forums, comme le dialogue, les concertations nationales et ainsi de suite, on doit toujours parler d'une nouvelle formation d'équipe gouvernementale, soit d'union nationale ou de cohésion nationale? Je pense que la différence entre les concertations et le dialogue dont on parle, c'est-à-dire qu'à chaque forum, il y a toujours la question d'une nouvelle équipe gouvernementale surgit, absolument. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je réponde à ça. Que devons-nous faire? Comme il y a un nouveau forum qu'on appelle le Tous nos voeux, il faudra absolument laisser les choses en état. Non, moi je ne vois pas les choses sous l'angle d'une équipe gouvernementale en place. Déjà, je préfère rappeler ce que j'ai eu l'habitude de dire souvent, je ne suis pas demandeur d'emploi. Donc, tout ce que je dis, ce n'est pas dans le sens de lorgner sur un strapontin ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que si réellement une équipe gouvernementale devait être issue du dialogue, y participer serait suicidaire. Parce qu'au départ, les gens ne comprendraient pas. Ils ne le comprendraient que trop tard. Or, mais cependant, le MLC, l'UNC, les CID, l'Envol refusent absolument de participer à ce dialogue. Oui, mais attendez, le MLC, les CID, beaucoup de c'est-à-dire la dynamique de l'opposition. Oui, mais la dynamique de quelle opposition? Beaucoup de ces partis ont participé au gouvernement aux concertations nationales qui aboutissent sur un gouvernement. Pas tous, mais certains. Le MLC peut-être. Oui, mais le MLC déjà aujourd'hui revient pour s'opposer à un dialogue. Qu'est-ce qu'il est allé faire aux concertations? De quoi a-t-on peur? On vous débauche encore quelques secrétaires généraux ou quelques membres? Oui, mais on est imbécile si on ne change pas d'avis, on reste constant. Ben voilà, donc vous voyez que nous, lorsqu'on a changé d'avis en acceptant enfin d'aller à ce dialogue, nous avons fait preuve d'intelligence. C'est une bonne chose. Ben, alors vous dites que ne pas participer à ces dialogues serait... Ne pas participer à ce dialogue serait hautement irresponsable, à mon sens. Parce que la vraie question est de savoir de quoi a-t-on peur. Parce que le dialogue, c'est quoi? Mais justement, de quoi a-t-on peur? Ils ont certainement peur d'énerver la Constitution lors de ce forum. Non, mais il n'est pas question d'énerver la Constitution. En quoi participer au dialogue énerverait la Constitution? Ils sont en train de dire que... déboucher par exemple à une transition que vous dites qu'elle s'avère nécessaire, c'est prolonger le mandat du président de la République et au terme de cette transition, vous savez ce qui se passe. On remet le compteur à zéro et Kabila pourrait encore se représenter au terme de cette transition. Vous savez, madame, c'est ça qui fâche. Non, tenir des propos comme ça, c'est vrai que vous faites une analyse par rapport aux questions que se pose la population, mais j'en profite pour répondre à la population qu'on cesse de la tromper. On est même parvenu à dire que ceux qui acceptent d'aller au dialogue cautionnaient le glissement. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le dialogue qui va entraîner le glissement. C'est le glissement qui est en train d'entraîner la nécessité d'un dialogue. Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on ne nous fasse pas miroiter un glissement à venir. Le glissement, nous y sommes déjà. La question, c'est de savoir comment... Nous y sommes depuis 4 ans. Depuis 4 ans, depuis qu'on a pris des retards à tous les niveaux. Pendant que l'opposition dormait, la majorité agissait. Mais justement, on en a pris conscience en organisant les concertations nationales qui ont surgi à 700 recommandations. À quoi ont servi ces recommandations en fin de compte? C'est la question qu'il faut poser à la majorité. Et c'est ce qui démontre que les concertations nationales... Je vous la pose parce que vous soutenez le dialogue qui, au terme de ces dialogues, il y aura justement des résolutions qui en sortiront, qu'on ne pourra pas appliquer. Non. Comme on l'a fait pour les concertations nationales. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas eu de médiation internationale au niveau des concertations ont fait que les résolutions, les recommandations n'ont pas pu être appliquées. Déjà, avec le dialogue, on n'arrivera même pas à 10 recommandations. Les recommandations auxquelles on veut aboutir, de par le dialogue, parleront juste de l'organisation des élections. Le problème se pose sur le nombre de recommandations, parce qu'il y a eu 100 recommandations prioritaires qui n'ont pas été exécutées même pas à 50%, les 100 prioritaires. Mais qui n'ont pas été exécutées par qui? Par le pouvoir en place. Par le pouvoir en place. Si le pouvoir en place est incapable d'exécuter des résolutions de concertation qu'il a lui-même appelées, qu'il a lui-même boutiquées à sa sauce,
Qu'espérez-vous aujourd'hui, sans médiation internationale, d'un dialogue au sein duquel on se contenterait de parler, de signer des accords que la majorité ne respecterait de toute façon pas? On se retrouvera encore dans 6 mois en train de parler, d'ergoter et finalement de penser, finalement, je ne sais pas, comme le nom qu'on donnerait au prochain forum, ce serait peut-être le conciliabule national. Mais là, on parle du dialogue. Essayons, à travers ce dialogue, de trouver des solutions aux questions qui fâchent. Essayons, à partir du dialogue, de faire état d'une grandeur d'esprit suffisante pour ne pas être borné à une seule chose. Parce que là, on voit, le mandat de Kabila va encore être prolongé, Kabila doit partir. Je dis, Kabila doit partir. Kabila va partir. La question de savoir comment va-t-il partir. Il faudrait qu'il parte au bout de réelles élections organisées dans les normes de bonnes élections libres, démocratiques et transparentes. Au cas contraire, que se passera-t-il? On va laisser la majorité continuer à gérer à sa guise, continuer à freiner des 4 fers pour ne pas financer correctement la CENI, parce que vous avez entendu elle-même la CENI se plaindre du manque de financement. Vous allez laisser cette même CENI en laquelle vous ne croyez pas organiser des élections et au bout d'une année, dans les délais, dans le respect des délais constitutionnels, on nous boutiquera des élections qui seront encore pires que celles qu'on a eues en 2011. Et que se passera-t-il en ce moment-là? On va se relever, commencer à crier. Non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais écoutez, moi je suis fatigué de perdre mon temps. Alors, agissons comme des responsables. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent qu'en convoquant ces dialogues, nous mettrons sur le trace du Congo-Brazzaville? Déjà, je dirais que c'est totalement faux, parce que le Congo-Brazzaville, avant le dialogue, il est passé par un référendum. Chose qui n'a pas été faite ici. Et puis, vous savez, cette jumélité-là, à laquelle on veut toujours nous habituer, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, j'ai toujours l'habitude de dire, même 2 frères jumeaux, mais totalement identiques, que même les parents n'arrivent pas à discerner. Ils n'auront pas toujours faim à la même heure. Ils n'auront pas envie de faire pipi à la même heure. Ils n'auront pas sommeil à la même heure. Chacun a son identité, chacun a sa personnalité. Essayez de faire le parallélisme entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Bon, écoutez, ce serait juste faire preuve d'un oubli de notre vraie histoire. Ok. Alors, on espère qu'au sortir de ce dialogue, il y aura des partis politiques de l'opposition qui deviendront des alliés de la majorité. Non, il n'y a pas question d'être allié de la majorité. Je vous dis déjà, au sortir de ce dialogue, si on veut rester en conformité avec la Constitution, il ne pourra pas y avoir de Premier ministre de la majorité. Mais comment mettre une nouvelle équipe gouvernementale sans devenir allié de la majorité? Mais il n'y aura pas d'équipe... Écoutez, moi je ne sais pas... Vous me posez des questions qui me tourne un peu la tête parce que je me rends compte que peut-être que dans l'opposition, certains ils vont avec cette vision-là. Mais moi je dis, on doit aller au dialogue, oui, mais on a dit restons dans la légalité, dans le respect de la Constitution. Aucun Premier ministre ne pourra être issu du dialogue ou être issu de l'opposition après le dialogue. Parce que la Constitution est claire, elle dit que le Premier ministre sera issu de la majorité au Parlement. Et je vous expliquais le rythme des démissions. Dire qu'il y aura des ministres qui devront s'allier à la majorité, c'est pour ça que je dis, ce serait vraiment bête. À quelques mois... Mais c'est ce qu'on a constaté. Au sortir des concertations nationales, le MLC qui s'est allié à la majorité présidentielle. Bref, alors on va parler des élections. Il semblerait que ce n'était pas le MLC Bemba, c'est le MLC libéral. Mais quand est-ce que le MLC libéral a créé son parti politique? C'est en étant dans la majorité, dans le gouvernement. Oui, mais attendez. Madame ça sera un débat qu'on va aborder tout à l'heure. Ça sera un débat, ça sera une question à laquelle vous allez répondre tout à l'heure. On parle des élections. La communauté internationale, l'ONU précisément, appelle de tout son vœu et encourage qu'il y ait absolument les élections en RDC dans le délai constitutionnel. Alors pourquoi, selon vous, la communauté internationale s'intéresse plus à ce qui se passe à la RDC plutôt qu'à ce qui se passe à Brazzaville et au Rwanda? Vous venez de dire, en parlant de cette communauté internationale, vous venez de dire vous-même que ces mêmes experts de la communauté internationale ont affirmé qu'à partir du 20 décembre, ce serait impossible d'organiser des élections. Je vous ai parlé des experts je vous ai pas parlé des experts de la communauté internationale. Je vous ai parlé des experts des élections. L'AETA, les experts techniques qui s'occupent des élections. Pas absolument de la communauté internationale. Alors dites-moi, pourquoi cet intérêt sur la RDC en ce qui concerne la communauté internationale et non pas sur le Congo-Brazzaville et le Rwanda et que sais-je encore? Mais sur Burundi, etc. Ceux à qui cette même communauté internationale s'attaque aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir actuellement, pourraient répondre mieux que moi à cette question. Parce qu'eux savent les intérêts cachés dans lesquels se retrouve la communauté internationale. Vous savez, en politique internationale, dans les relations entre États, il n'y a pas d'amis.
il n'y a que des intérêts. Qui pourrait prétendre aujourd'hui ne pas être au courant de la richesse phénoménale dont regorge le sol et le sous-sol congolais? On ne peut pas traiter la RDC comme on traite le Burkina Faso. Parce que les intérêts stratégiques, les intérêts économiques, géostratégiques, miniers et consorts sont faramineux. Et c'est tout à fait normal, enfin, dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est tout à fait prévisible de voir les rois de la finance, la communauté internationale, tenir à ne pas sacrifier leurs propres intérêts. On va dire que la RDC est en train de subir une injustice. Non, mais comment est-ce qu'elle subit une injustice? Si elle doit subir une injustice aujourd'hui, cette injustice n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis la nuit des temps, depuis l'indépendance. Pourquoi Lumumba a-t-il été assassiné? Au nom des intérêts économiques. Alors, on donne raison, Avant tout. on donne raison à ceux qui disent que la RDC est pleinement souveraine et elle a son histoire en main, qu'elle doit absolument la gérer, l'écrire elle-même, et elle n'a pas besoin de l'ingérence extérieure. Oui, mais donnez raison à ceux qui disent ça. Par rapport à quoi? Moi, en fait, je l'ai toujours su. J'ai toujours su que la RDC est censée être un pays totalement souverain, et ainsi de suite. Mais lorsque vous dites ça, c'est comme un enfant. Vous n'avez pas pris la peine ni le temps de l'inscrire à l'école. Et lorsqu'il a 8 ans, vous dites non, il ne faut plus écrire ses lettres, il peut les écrire tout seul. Mais il n'a jamais appris à écrire. La RDC n'a jamais appris à s'autogérer. La RDC et ses dirigeants n'ont jamais appris à être sérieux dans la gestion de leurs propres richesses. On peut dire ce qu'on veut. Alors quoi de plus normal, une ingérence extérieure? Mais qui a fait le lit de cette ingérence extérieure? J'ai toujours dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Lorsque vous avez besoin de la communauté internationale, même pour financer des toilettes publiques, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez parler de souveraineté? En quoi est-on souverain? Parce que la souveraineté, ce n'est pas seulement dans les décisions qu'on prend. La souveraineté, c'est aussi dans la gestion de l'État. La souveraineté, c'est aussi dans le fait de poser des actes souverains par rapport au vécu de votre population. Comment vit la population? Qui finance cette population? Comment la population vit-elle? Dans une misère exécrable. Et par rapport à cela, quelle est la vraie politique de l'État en termes de création d'emplois? Quelle est la politique de l'État en termes de sécurité sociale? C'est de ça qu'il faut en parler. On voit la souveraineté d'un État s'exerce dans sa capacité à pouvoir prendre souverainement soin de ses compatriotes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que notre pays a-t-il des gouvernants qui sont capables de prendre souverainement soin de leur population? Non. Mais encore, vous le voyez souvent. Mais si elle se décide maintenant de prendre en charge donc la RDC, puisqu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si elle décide maintenant. Si elle prend conscience, elle se décide de se prendre en charge et de gérer son histoire, quoi de plus normal? J'applaudirai et je soutiendrai. Sauf que je soutiendrai après les élections. Qu'on donne l'opportunité au peuple de se choisir les dirigeants qu'il veut, après des bonnes élections. Et ensuite, ces dirigeants-là qui sont choisis par le peuple pourront décider de se prendre en charge et tout ça. Pas les dirigeants actuels qui n'ont pas eu cette idée depuis toutes ces années. Et c'est juste à la fin du mandat de leur autorité morale, à la fin du mandat de Joseph Kabila, que subitement on se rend compte que non, Kabila fait tout pour ne pas... Mieux vaut tard que jamais. Allez, on va parler de l'enterrement. Vaut mieux tard que jamais, mais on doit être sérieux, nous sommes en politique. Voilà, on va parler de l'enterrement de Corneille Nangaa et de Robert Bachengezi comme président et vice-président de la CENI. Elle s'est faite hier, cet enterrement à l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction là-dessus? Ben déjà, par rapport à M. Nangaa, je ne peux que me féliciter de l'entérinement de sa candidature. Parce que lorsqu'on parle de Corneille Nangaa, il faut qu'on puisse faire la part des choses. Il y a l'aspect technique, l'aspect compétence. La première question, c'est de savoir, est-il compétent? Et je peux vous assurer, pour le savoir, que c'est un monsieur extrêmement compétent. Et je pense même qu'en termes de compétences, à mon niveau, je pourrais même le mettre un peu au-dessus des deux anciens présidents de la CENI, que sont Malou Malou et... Mais il pêche cependant par crédibilité. C'est ce que je dis, il faut voir. Il y a deux aspects. L'aspect compétence. De ce côté-là, que tout le monde ait ses apaisements, ce monsieur est d'une compétence phénoménale. Mais le vrai problème, au niveau de la CENI, ne concerne pas la compétence de ses membres. Le vrai problème, c'est qu'on se pose la question quant à leur indépendance vis-à-vis du pouvoir en place. Et à cette question-là, je ne sais pas y répondre.
Et on dit souvent qu'en cas de doute, il faut s'abstenir. Donc je préfère m'abstenir d'applaudir cet entérinement. Parce que la question n'est pas au niveau technique, la question est au niveau de l'indépendance qu'il peut avoir vis-à-vis du pouvoir en place. Ok. Alors, pensez-vous comme d'autres pensez-vous comme d'autres qui disent qu'on prend toujours les mêmes personnes pour recommencer? Comme où, par exemple, à la CENI? À tous les niveaux. C'est Déjà, toujours la les mêmes CENI, personnes qui reviennent. déjà, la CENI, ne Dans pas la Cour reprendre... constitutionnelle, c'était un ancien ministre de la Justice qui est revenu, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Est-ce que vous pensez comme les autres qu'on prend toujours les mêmes personnes pour recommencer à zéro? Oui, mais moi je pense, oui, qu'on reprend souvent les mêmes personnes et que c'est une erreur. Mais je comprends que je ne devrais pas m'en étonner. Dès le moment où vous avez des ministres qui font des déclarations sur des médias internationaux pour dire que la RDC manque de compétences. Donc, si eux déjà à leur niveau, ils se disent qu'il n'y a pas de compétences, ils tournent en rond, toujours autour de ceux qui ont déjà été. Justement, parce qu'il n'y a pas de compétences. Selon lui, vous lui donnez raison. Non, je suis clair, je dis, lorsque je vois des ministres parler comme ça, je comprends donc facilement pourquoi dans cette famille politique-là, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Mais en ce qui me concerne, en tant que l'un des deux seuls vrais leaders de l'opposition qui reste, je suis convaincu, moi, que la RDC a des compétences à tous les niveaux et des compétences non encore découvertes. Et je me dis que lorsque notre tour viendra d'être aux affaires, nous mettrons l'accent sur la recherche et la découverte de ces compétences. Parce qu'il suffit de gratter un peu. Ça ne demande pas un grand travail. Alors, mais il faut juste avoir le temps de le faire. D'autres pensent en ce moment que ce sera dans un autre monde que vous allez prendre le pouvoir parce qu'ils vont le conserver à tout prix. Donc, alors, dites-moi, depuis 2006, on déplore toujours cette composition de membres de la CENI. Alors, selon vous, quelle formule doit-on finalement appliquer pour avoir une CENI neutre? Mais il n'y a pas de formule appliquée pour avoir une CENI neutre. Tant que les différentes CNI, celle-ci et celle à venir, seront mises en place, avec un pouvoir en place, dans un pays comme la RDC ou un pays africain, il n'y aura jamais de CNI neutre. Tout ce qu'il faudra faire, et c'est à ça qu'on doit réfléchir, lorsque dans un autre monde nous arriverons au pouvoir, il faut réfléchir sur la nécessité de ramener l'organisation des élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça permettra au moins, dès lors qu'il y aura un couac, de savoir qui en est responsable. Tandis que maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la CENI? Il y a des membres de l'opposition, de la société civile, de la majorité, et quoi qu'il arrive, on dira, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais de toute façon, vous êtes tous là-dedans, non? Pourquoi vous vous plaignez? Il faudrait que l'organisation des élections revienne au ministère de l'Intérieur. En attendant, pour les prochaines élections... C'est ça la neutralité, confier les élections au ministère de l'Intérieur, alors que le ministère de l'Intérieur fait partie de l'action gouvernementale. Oui, mais c'est ça. En France, en Belgique, dans tous les pays civilisés ou émergents, et on aspire à être émergents bientôt, les élections sont organisées par des ministères de l'Intérieur. Ce n'est pas... Mais c'est ça notre problème en Afrique et en RDC en particulier. On voit souvent... En tant qu'on voit un ministre, on oublie que c'est un ministre national et qu'il est là en tant que ministre pour travailler pour l'intérêt de tous les Congolais. On vous entend parler, on comprend que cette institution de l'appui à la démocratie ne sert absolument à rien, il faut revenir en arrière. Non, il ne faut pas revenir en arrière, au contraire, il faut aller de l'avant, en créant une formule susceptible de la confier les élections au ministère de l'Intérieur, c'est faire un pas en arrière, puisque c'était les cas. Non. Avant de mettre en place la CENI, qui n'est pas une formule congolaise, et donc les gens ont pensé que la CENI, le ministère de l'Intérieur n'était pas aussi neutre pour organiser les élections. Voilà pourquoi cette institution, l'appui à la démocratie, a été mise en place, a été créée pour la plupart des pays, pas seulement pour la RDC. Mais c'est justement cela. Le simple fait de mettre en place une CENI, comme RDC, c'est ça qui nous amène à penser qu'on a plutôt fait un pas en arrière. Parce que l'organisation normale d'un État fait que c'est le gouvernement et le ministère de l'Intérieur qui organise les élections en toute neutralité et en toute transparence. Si on a pu en arriver à créer une CENI, c'est parce que le ministère de l'Intérieur avait failli dans sa mission d'organiser des bonnes élections. Ce qui fait que c'est ça notre régression. Revenons à nos fondamentaux et faisons en sorte que dorénavant, la question qu'on doit se poser, c'est que faire pour que le ministère de l'Intérieur organise réellement des élections transparentes et neutres. Et c'est ça qui démontrera la grandeur d'âme et d'esprit d'un homme politique ou d'un gouvernement. Alors, en ce moment où nous parlons, la majorité au pouvoir n'y pense pas comme vous.
ni l'opposition. Vos frères de l'opposition n'y pensent pas non plus qu'on doit revenir, qu'on doit confier les élections au ministère de l'Intérieur. Ils pensent plutôt que les élections doivent organiser avec la CENI. La majorité pense qu'elle doit être organisée. Toutes les élections doivent être organisées conformément au calendrier de la CENI. Cependant, l'opposition demande à ce que les municipales, le local, le municipal, les urbaines soient postes opposés pour finalement pour gagner le temps. Pour gagner le temps, pour rester dans le délai constitutionnel. Mais face à ces deux assertions... Quelle est votre réaction là-dessus? Face à ces deux assertions dont vous parlez, ces deux positions totalement contradictoires... Comment trouver la solution? En allant parler au dialogue. C'est pour ça qu'on a demandé le dialogue. Qu'on se mette d'accord, qu'on s'asseye et qu'on se dise ce qu'il faut faire. Et quand je parle de ramener l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, je ne parle pas de ces élections-ci. Je dis à l'avenir. Mais pour ces élections-ci, on n'aura pas d'autre choix que de faire avec la CENI. La question sera de savoir maintenant comment maîtriser cette CENI pour être assuré que les élections seront bien organisées de manière neutre, démocratique, transparente et crédible. Et c'est de ça, justement, qu'on devra parler au dialogue. Alors, le dialogue passe pour une baguette magique, qu'il faut absolument utiliser pour sortir la population de cette crise qui ne dit pas son nom. Alors, par rapport, on va parler de nouvelles provinces. On a plus de 5 minutes. L'UDPS promet à ce que elle soulèvera cette question de nomination de nouveaux commissaires spéciaux de nouvelles provinces issues des démembrements lors du dialogue. Alors, comment allons-nous faire pour reculer? Ce sera justement un recul, mais comment allons-nous procéder pour reculer et avancer en même temps? Écoutez, je vous informe que c'était aussi dans notre programme. S'il s'avérait que nous participions à ce dialogue, nous aurions aussi soulevé cela, et je suis heureux, je n'ai pas encore entendu parler de cela par l'UDPS, mais je suis heureux de l'apprendre, parce que ces nominations ont été faites, selon nous, en toute légèreté, en toute illégalité. On ne pouvait pas nommer des gouverneurs. Ce sont des gouverneurs qu'on a nommés. Sauf qu'on nomme des gouverneurs avec les pleins pouvoirs. Ils n'ont même pas de gouvernements provinciaux. Ils collaborent avec les anciennes assemblées provinciales, et encore, qui n'existent plus parce qu'elles ont aussi été démembrées. C'est-à-dire qu'on vient de créer des petits despotes dans chaque province et des gens qui concentrent tous les pouvoirs sans aucun contrôle pendant toute l'année qui nous reste et au cours de laquelle ils vont avoir à gérer. Comment va-t-on revenir en arrière pour pouvoir quand même avancer? Mais il suffit de revenir selon le cadre légal. Ces commissaires spéciaux ne découlent pas de la Constitution. Ils découlent de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a demandé au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles transitoires. Ce qui fait que dans ces provinces, c'est déjà une transition qu'on est en train de vivre avec ces provinces. Pourquoi devrait-on se surprendre de voir la transition au niveau national? Non. Nous disons, revenons juste à nos fondamentaux, retombons les deux pieds joints sur la Constitution et posons la question de savoir que dit la Constitution dans le cas de la gestion des provinces. Et on y arrivera. Cependant, ceux de l'opposition, face à cette situation, disent qu'ils vont porter plainte à la Cour constitutionnelle face à ces nominations, alors que c'est elle-même, c'est la même Cour constitutionnelle qui a autorisé ces nominations. Vous savez, ils vont porter plainte tout. Au niveau de la Cour internationale de justice ou au niveau de la Cour constitutionnelle? Au niveau de la Cour constitutionnelle, vous êtes de l'opposition, vous devriez le savoir. N'est-ce pas une peine perdue alors que nous savons tous que c'est la même Cour qui a autorisé ces nominations? Écoutez, moi je ne comprends pas. Lorsque cette même Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, enjoignant au gouvernement de prendre des mesures transitoires exceptionnelles, tout le monde a crié, moi le premier. Mais revenir aujourd'hui auprès de cette même Cour constitutionnelle pour venir se plaindre de la nomination des commissaires généraux, ce serait quand même faire preuve... Ils ont beaucoup de temps à perdre. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Pour moi, c'est de la distraction. Je n'ai pas confiance. Mais le temps est déjà perdu puisque nous avons déjà glissé. Nous avons perdu 4 ans. Oui, mais il ne faut pas en perdre davantage. Et c'est pour ça qu'on dit... Est-ce qu'il nous faudrait également 4 ans de plus pour remettre les choses en ordre? Non, pas spécialement. Pensez-vous? Pas spécialement. Pas spécialement. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous disons... Quelle formule, quelle recette proposez-vous pour que nous n'énervions pas la Constitution au sortir de ces dialogues? Écoutez, déjà, la première des choses à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui ont causé ce glissement dans lequel nous vivons déjà sont connues. Et aujourd'hui, ces personnes sont le problème. Et
ces personnes devront faire partie de la solution. La première des choses, si on doit parler de transition, d'accord, mais que dans nos esprits, que cette transition commence avec l'année qui commencera. Donnez-nous la formule en 1 minute puisque nous sommes à la fin. Mais je suis en train de vous dire, cette recette pour que connaissant les responsables, on ne peut pas dire attendons 2016 pour savoir quoi faire. Sachant quoi faire dès le 1er janvier, de sorte que l'année qui restera soit considérée par nous tous, sans le dire, comme une année de transition au cours de laquelle nous devrons trouver des solutions aux problèmes actuels. Et si nous n'arrivions pas en 12 mois à trouver des solutions, qu'il y ait un glissement supplémentaire de 6 mois sur les délais constitutionnels ne serait pas illégal. Mais au moins que eux qui sont responsables perdent déjà l'année qu'il leur reste à faire au pouvoir, quitte à, en ce moment-là, s'il faudra ajouter 6 mois ou 12 mois, ben, on aura chacun perdu. Hein, et personne n'aura pu se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur Monanteba, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de tout cœur, ça m'a fait plaisir. Quoique j'ai l'impression que ça ne fait que 10 minutes qu'on a commencé. Mais merci quand même, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir prêté votre attention. Nous y reviendrons le mardi prochain à 22h30. Entre-temps, prenez bien soin de vous et restez avec nous sur B1.